Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'écologie et donc nous allons aborder un certain nombre de problématiques d'écologie en essayant d'être le plus simple possible. La toute première partie est nommée Il y a ce que l'on voit. J'enseigne l'écologie depuis maintenant quelques années. La première phase par laquelle je suis passé, c'est euh, de trouver cela vraiment comme quelque chose d'exaltant. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, comprendre l'écologie, c'est comprendre les interactions entre le vivant et le non-vivant, c'est comprendre les interactions à l'intérieur même du vivant, c'est comprendre le fonctionnement des paysages dans lesquels on se promène, c'est comprendre le fonctionnement d'une forêt, d'un ruisseau. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'exaltant. Ça permet en fait de voir la nature autrement, de comprendre la nature et de sentir aussi sa fragilité et de sentir qu'en fait elle a des règles particulières qu'il faut absolument que l'on respecte parce que ces règles, ce sont ces règles qui vont donner l'équilibre à cette nature. Puis je suis passé par une phase où ce que j'enseignais aux étudiants au final était plutôt inquiétant. Euh, je, je m'attardais davantage sur les impacts en fait de nos activités sur l'environnement. Et donc à ce moment-là, je passais un film qui s'appelle Une vérité qui dérange, un film d'Al Gore, un film que je vous conseille vivement de regarder, un film de 2006 et 14 ans après, il est toujours malheureusement d'une actualité brûlante. Et ce film-là n'allait pas vers la recherche de solutions, mais plus poser le constat. Un constat indéniable, un constat qui a été encore redémontré depuis. Et donc il y a une compréhension scientifique de ce qui se passe actuellement, sur laquelle on ne peut pas avoir de doute en fait. On a une planète qui se réchauffe, on a une biodiversité qui chute et on a un certain nombre de problématiques qui s'ajoutent à cela. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et donc je suis passé dans une troisième phase. Une troisième phase où l'idée, c'était effectivement de comprendre les règles de l'environnement, effectivement comprendre l'impact que l'on avait sur cet environnement, euh, mais c'était aussi aller vers l'avenir. Et donc le film que je préfère passer maintenant, c'est le film Demain. Puisque le film Demain, il part de constats et puis il va aller vers la recherche de solutions. Et notamment, il va aller regarder ce qui se fait un petit peu ici et là dans le monde sur un certain nombre de problématiques, non pas que environnement, mais développement durable. Et, euh, euh, et donc, ça donne une autre façon de penser. Euh, donc, j'ai moins l'impression de faire des dépressifs, j'ai plus l'impression de dire à chacun que chacun a la capacité d'agir, chacun doit agir de manière à ce qu'on sorte du cycle dans lequel on est, ce cycle qui a commencé vers 1850, on a commencé à utiliser beaucoup d'énergie fossile, du charbon notamment, libérer beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, ce CO2, même si l'atmosphère est immense, ce CO2 s'accumulant avec d'autres gaz à effet de serre, eh bien, on s'est aperçu au XXe siècle que notre Terre se réchauffait. Au XXIe siècle, on en est toujours là. Par contre, on sait qu'on doit agir vite. On doit agir vite de manière à ce que cette Terre retrouve un petit peu plus de bleu, en espérant que on puisse laisser une planète qui en état de fonctionnement. En état de fonctionnement, c'est-à-dire pour nous en fait. Pour nous, dans le sens où la nature va continuer à exister. Après les extinctions, il y aura toujours une évolution des espèces. Par contre, est-ce qu'il y aura de la place pour l'homme? Est-ce que l'homme saura s'adapter à cette nouvelle planète que nous avons modifiée et qu'il faut justement que l'on respecte davantage? Alors, nous pouvons discuter ensemble des incendies,
de la problématique du lien entre les incendies et le réchauffement climatique, du lien entre les incendies et puis certaines utilisations que l'on fait de la nature. Donc pensons aux incendies de Californie, d'Australie, mais aussi pas très loin de chez nous, du pourtour méditerranéen. Les problématiques de risques naturels majeurs vont nous intéresser aussi. Pensons au séisme, au tsunami et le lien que l'on peut avoir entre des risques naturels majeurs et des risques industriels. Vous pouvez repenser à cette catastrophe effroyable de Fukushima. Réfléchir sur la notion de pesticides et de biodiversité. On a longtemps cru que les pesticides étaient l'avenir de notre agriculture. On comprend maintenant que c'est la biodiversité qui est l'avenir de notre agriculture. Donc comprendre cette interaction entre la biodiversité et les cultures, ça va être intéressant de manière à... On pourra parler par exemple des auxiliaires de l'agriculture. Un point clé, bien sûr, dans les sujets de l'écologie, c'est le CO2. Ce CO2 qui est à l'origine, avec d'autres gaz, du réchauffement climatique. Et on est dans une société où j'ai nommé ici CO2 mon amour parce qu'au final, chacune de nos activités va avoir son empreinte carbone, va au final libérer du CO2, que vous achetiez un nouveau portable, votre alimentation, vos moyens de déplacement, vos vêtements, eh bien, il y a une empreinte carbone à laquelle il faut absolument que l'on réfléchisse. Et donc, on développera aussi des concepts comme, par exemple, l'analyse cycle de vie, comme les bilans carbone, les empreintes carbone. Associé à ce réchauffement climatique, on a aussi une problématique importante sur les variations de pH au niveau des océans. Cette variation de pH, en fait, elle s'explique comment? Lorsque vous avez du CO2 qui est libéré dans l'atmosphère, cette atmosphère étant étroitement au contact avec les océans, ce CO2 peut bien sûr se dissoudre dans les océans. Or, ce CO2, lorsqu'il est au contact avec de l'eau, eh bien, il va libérer des H+, ce qui va acidifier les océans. Et il va libérer des H+, et une autre molécule qu'on appelle le HCO3-. Or, les réactions chimiques sont sensibles à ce pH, notamment la réaction de formation de structures calcaires qui sont très importantes pour certaines espèces et qui, sans cette capacité à construire ces structures dures, en fait, il y a des organismes qui ne peuvent tout simplement pas vivre. Et donc la variation de pH des océans va influer sur leur capacité à se développer normalement. On pourrait parler aussi des inondations, de la fonte des glaces, de tout ce qui va être monoculture et ravageur, de la fonte du permafrost, donc ici avec des problématiques, par exemple la libération de méthane liée à cette fonte, des terrains qui ne sont plus aussi... ne peuvent plus soutenir de la même manière que ce soit des arbres. Vous avez peut-être vu ces photos d'arbres un petit peu fous qui, du fait de la fonte du permafrost, eh bien, ne vont plus avoir une structure de soutien et vont aller un peu dans tous les sens. Donc des forêts où on a des arbres qui s'entrecroisent, des maisons qui se fissurent, qui s'effondrent du fait de cette fonte de permafrost. Et puis une problématique aussi que se posent les scientifiques, c'est est-ce que dans ce permafrost, il n'y a pas des micro-organismes qui pourraient, après avoir passé un très long temps dans ce permafrost, pourraient retrouver au final une capacité de nuire, et notamment des micro-organismes pathogènes. Une problématique importante aussi sur laquelle nous pourrons discuter, c'est le morcellement des habitats. Le morcellement des habitats, alors ce morcellement des habitats, c'est quelque chose d'important. Je vais rajouter un S à habitat, ça sera mieux. Ce morcellement des habitats va produire
va déstabiliser en fait les populations des organismes. Vous pouvez lire le livre La sixième extinction. Ce livre-là, donc certains d'entre vous l'ont déjà lu, d'autres ne l'ont pas lu, mais vous verrez, il y a tout un chapitre qui parle de ce morcellement des habitats et qui vous montre justement le déséquilibre que ça va entraîner au niveau des écosystèmes. L'un des déséquilibres, ça peut être tout simplement une reproduction qui est devenue impossible par ce morcellement. Lorsque vous créez une autoroute dans un territoire, vous pouvez tout à fait avoir des populations qui se trouvent au final éloignées les unes des autres, alors qu'elles ne sont pas loin, mais avec plus aucune possibilité de rencontre. Et pourquoi pas, lorsqu'on a des organismes qui ont besoin d'un très grand territoire, se retrouver avec des organismes qui ne pourront plus se rencontrer, donc qui ne pourront plus se reproduire. Pensez par exemple à des grands carnivores. L'une des problématiques clés de cette écologie actuellement, c'est qu'en fait on va avoir une évolution des conditions qui vont être rapides en fait. Alors décidément c'est le jour sans S. Cette évolution des conditions qui est extrêmement rapide par rapport à l'échelle classique de l'évolution des conditions, eh bien, elle va poser un problème parce que l'évolution des espèces, en fait, est lente. Et donc, l'une des grandes questions, c'est est-ce qu'il y a une adaptation possible des espèces actuellement alors qu'on a une évolution des conditions qui est très rapide. Je vous conseille de lire un rapport de l'Académie des sciences sur la capacité d'adaptation des organismes et bien vous verrez qu'en fait ici il y a un cadre de réflexion scientifique et de démonstration scientifique qui est une des clés de la compréhension de ce qui se passe actuellement sur notre planète. Il y a des choses assez particulières aussi sur lesquelles on pourrait discuter. C'est la salinisation des eaux souterraines. L'eau est une denrée rare et le réchauffement climatique a cet impact particulier de salinisation des eaux souterraines. Lorsque vous avez moins d'eau douce sur un territoire, les eaux salées peuvent s'infiltrer et au final venir se mélanger à des nappes souterraines et les rendre salines. Et vous savez bien que si on a de l'eau salée, eh ben, ça n'est pas consommable. Et on aboutit à des choses assez étonnantes, des fleuves sans estuaire. Un fleuve sans estuaire, eh bien, je vais vous en citer un, le Colorado. Le Colorado, il a mis 40 millions d'années pour creuser le Grand Canyon, et en un siècle, l'homme a réussi à faire une chose assez étonnante. C'est que ce fleuve qui parcourt 22 000 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 22 000 km, qui part des Rocheuses, eh bien n'arrive plus à rejoindre la mer. Tellement l'homme utilise en fait l'eau qui s'écoule des Rocheuses dans ce Colorado. On arrive à cette étonnante vue, allez sur internet, tapez estuaire du Colorado, vous verrez, c'est assez curieux, c'est un estuaire qui n'arrive jamais à la mer. Un fleuve qui n'arrive jamais à la mer peut-il encore être un fleuve? On nous a appris quand on était petit qu'un fleuve arrivait à la mer, et bien là, l'homme a réussi à nous démontrer l'inverse. Je pourrais vous parler aussi de la mer d'Aral, puisque la mer d'Aral, c'est aussi une problématique importante. Cette mer d'Aral, qui en 50 ans, c'était quand même une mer qui faisait 2 fois la Belgique, elle a diminué de moins 70%. Alors maintenant, il y a des grands travaux qui essaient de faire retrouver à cette mer d'Aral une deuxième jeunesse. Y parviendra-t-on? Ça, c'est une autre problématique. Dans la deuxième vidéo, nous irons discuter de l'ozone notamment, et puis de la nécessité d'avoir des connaissances en écologie pour pouvoir
gérer cette problématique environnementale. À très bientôt.